Didier. Donc j'ai plus besoin de me présenter. Morgane Chevalier, je suis ravie d'être ici. L'année passée, on avait eu l'occasion aussi avec les membres de l'équipe de MOPSIA et de l'EPFL d'être invités ici par le laboratoire Flowers. Et puis donc on avait présenté Tineo. Je vous avais parlé l'année dernière, donc ce premier colloque, j'ai une capture d'écran. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Flowers. Vous pouvez retrouver les différentes interventions qu'il y avait eu l'an passé. Et donc, j'avais parlé, en fait, des différentes séquences pédagogiques que j'avais montées, qu'on présente lors des formations continues, au sein desquelles intervient Didier Roy, et puis des travaux qui étaient en cours. Alors, aujourd'hui, 1 an après, je viens vous voir pour vous parler des travaux qui ont été effectués. Et donc, hier, si je ne me trompe pas, je regarde Francesco, eh bien, à peu près ces derniers jours, un article est sorti dans le RAM, c'est le Robotic and Automation Magazine, sur l'usage du robot Tineo au sein des classes. Donc, je vais vous parler de cet article, que je vous invite en fait à le lire, puisqu'il va être beaucoup plus détaillé. Sinon, je vais vous présenter rapidement les résultats de cette recherche. Alors, cette recherche, elle s'est basée finalement sur le public qu'on avait en formation continue, qui était de plus en plus important. Et donc, on s'est posé des questions. On s'est posé des questions parce qu'on se disait, mais alors, on nous dit que la robotique c'est très intéressant, et en même temps, on voit qu'aussi dans certaines classes, les robots sont pas présents. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'état de l'art? On nous dit qu'en effet, effectivement, il y a des manques, a priori, qui sont relevés, comme quoi d'un manque de maths, tout ça. C'est dans un état de l'art scientifique, mais je pense que vous le savez tous, de façon très intuitive, c'est tout simplement manque de matériel, manque de temps, manque de fonctionnalité au niveau des robots. Il y a aussi des manques de flexibilité, dynamisme qui sont relevés au sein des écoles. Certains présentent aussi soit des difficultés de budget à obtenir auprès de leur direction, soit des directions qui s'opposent à de tels projets. Un manque aussi au niveau des injonctions institutionnelles, ça ce sont des éléments qui sont relevés dans l'état de l'art, et puis aussi un manque de preuves concernant les avantages d'une telle utilisation. Du coup, pour une apprentie chercheuse comme moi, c'est parfait, c'est une bonne occasion pour aller chercher. Mais je relève aussi que dans l'état de l'art, on nous dit que les robots, c'est aussi, ça améliore la motivation des enfants. C'est ludique. J'étais obligée de redire ce mot-là cette année. C'était le fil rouge de l'an passé. Bien sûr, on était très ironique sur ce mot-là, mais ça nous a tous fait rire. Et puis aussi, les enseignants ont un rôle clé dans l'introduction de la technologie. Alors récemment à Lyon, je regarde Christophe Batty en face, eh bien, j'ai osé dire en fait que la première barrière en fait pour l'enfant pour avoir accès en fait au robot, c'était l'enseignant. J'étais moi-même enseignante, donc je n'ai rien contre les enseignants, mais effectivement, l'enseignant, c'est lui qui va choisir la modalité de travail. C'est lui qui va donner accès à la craie à l'élève pour éventuellement utiliser le tableau. Alors ça lui donne pas forcément accès aux connaissances, mais ça lui donne au moins accès à ces différentes modalités d'apprentissage. Donc, de ce fait, le public enseignant m'intéresse énormément, et donc on a mené une enquête auprès de ces enseignants qu'on avait en formation continue sur les années 2013 à 2014. Sur à peu près 215 enseignants, on a obtenu 43 répondants, donc à peu près le quart de notre population. Et puis, ces enseignants, en fait, interviennent aussi bien sur du cycle 1 au cycle 3, donc ça correspond à peu près à ce qui se passe en France. C'est bien sûr dans le canton de Vaud, en Suisse, un public de Suisse romande, un public francophone. Et donc, qui s'intervenait dans la formation continue qui s'appelle Robots en classe. Je vous ai mis le site, si jamais vous allez, comme on dit en Suisse, dîner du côté du site. Alors, la méthodologie qui a été appliquée, eh bien, c'est la suivante. Très rapidement, pour ne pas être embêtant, notre but, c'est vraiment de comprendre. C'est pas forcément de dresser un schéma en disant, voilà, il y a tant de profs qui font ça, qui aiment ci, qui aiment ça. On veut essayer de comprendre. Donc, finalement, d'avoir un petit échantillon, ce n'est pas forcément très handicapant. Notre question, c'est donc de savoir, en fait, comment, en fait, ces enseignants perçoivent l'usage de Tineo au sein de la classe. Qu'ils l'aient utilisé ou non. Donc, on est bien sur leur perception.
Pour ça, on a convoqué en fait 3 concepts qui on a repris les travaux de Tricot et Hall qui parlent de l'évaluation d'éthique. Je vais réduire ça à ça. Et pour cela, ils proposent d'utiliser en fait 3 concepts et de bien sûr les articuler ensemble, qui sont l'utilité, l'utilisabilité et l'acceptabilité. Je vais vous en parler juste après. Concernant l'acceptabilité, qui est un champ très très large, on a réduit notre approche à des dimensions motivationnelles, et en particulier celle de la motivation intrinsèque, extrinsèque. Je vous propose d'aller regarder la littérature de ce côté, de C. Ryan. Là aussi, il y a un parti pris, on n'est pas du côté de Roland Viau, mais bon, ce sont nos choix de chercheurs. Et puis, concernant cette acceptabilité, dès lors qu'on s'adressait à un public qui venait en formation continue, qui était a priori motivé, on a dû donc bien sûr enlever le concept d'amotivation. On n'avait bien sûr pas d'amotivé dans notre échantillon. Alors concernant nos résultats, voilà, en termes d'utilité, quasiment à l'unanimité, en fait, sur les 43 personnes, 2 personnes qui ont émis des doutes, mais sinon tout le monde affirme que le robot Tigno est utile, c'est-à-dire qu'il permet de faire apprendre ce qu'on vise. Donc, dès lors qu'il est convoqué, par exemple, en maths, en français, ou dans pour développer d'autres compétences dites transversales, eh bien, le robot est utile, est perçu comme utile par les enseignants, qu'il l'ait utilisé ou non. Donc ça, c'est important. Par contre, si on creuse davantage, ce qui ressort, c'est qu'il est spécifiquement utile au niveau des maths et des sciences, comme vous pouvez voir sur le graphique. Et par ailleurs, on dit aussi, on retrouve dans cette enquête que finalement cette utilité aussi, elle est aussi très fortement caractérisée pour tout ce qui est démarche réflexive et démarche de collaboration. On a vu des exemples de toute façon précédemment, et puis aussi voilà, surtout dans la démarche réflexive et collaborative. Je passe maintenant au deuxième concept qui était l'utilisabilité, parce que c'est bien gentil de dire oui, il est utile, mais pour autant est-il utilisable ce robot? Alors concernant l'utilisabilité, on va bien sûr prendre en compte l'utilisateur. Dans notre cas, dès lors qu'on est en classe, on va avoir 2 types d'utilisateurs. On va avoir l'enseignant, mais on a aussi l'élève. Ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est l'enseignant. Alors, l'enseignant, on lui a posé des questions. Est-ce qu'il faut, a priori, être compétent en robotique ou en informatique pour pouvoir utiliser le robot? Alors, par rapport à ça, la réponse qu'on obtient de notre échantillon est assez mixte. Didier vous aurait fait la blague bien sûr, c'est du moitié-moitié, comme la fondue en Suisse, voilà, on t'aurait pas fait cette blague? Bon, j'ai fait à ton nom alors. Donc, au niveau des résultats, on retrouve finalement cette ambivalence. Alors, vous me dire, c'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est si on croise ce type de réponse avec les participants, puisque dans nos participants, il y en a qui ont utilisé le robot, il y en a qui n'ont pas utilisé. Et donc, ce qui ressort, c'est que ceux qui pensent que on n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences, c'est ceux qui ont utilisé le robot. Et donc, a priori, ceux qui n'ont pas, les enseignants, donc finalement, je m'adresse pas à vous, mais peut-être à vos collègues, vous pouvez penser à vos collègues qui disent, mais non, j'ai pas envie d'utiliser parce que j'ai besoin de telles compétences. Voilà, c'est simplement, ils ont cette propre barrière qui est liée à la non-connaissance, finalement, de leur technique, en l'occurrence. Donc, c'est un élément important à mettre en avant. Et puis, le fait que, si on considère l'autre utilisateur, l'élève, d'après les enseignants, l'élève est pour l'élève, en fait, ce sera tout à fait utilisable. Ils ont beaucoup plus, a priori, pour eux, de compétences à utiliser ce type d'objet. Concernant l'acceptabilité, voilà, on retrouve une très forte motivation intrinsèque. Rapidement, sans rentrer dans ce que c'est que motivation intrinsèque, extrinsèque, c'est que les participants m'ont montré qu'ils étaient sincères, ils étaient motivés par l'objet de la robotique en soi et pour soi, par le robot en soi et pour soi.
avec des petites nuances, parce que là on peut aussi on peut aller chercher, caractériser davantage cette motivation intrinsèque. Les participants cherchaient à améliorer leurs connaissances du domaine de la robotique. C'est peut-être quelque chose aussi qui vous amène aujourd'hui à participer à ce colloque. Ils cherchaient aussi, pour certains de ces participants, à s'accomplir personnellement. Peut-être que certains ne sont plus forcément motivés à faire leurs cours de sciences de telle manière dans la classe, donc ils vont utiliser des outils. Et puis, certains, en fait, ont bien dit que c'était pour le robot en soi, Robotinho, comme on peut trouver aussi d'autres communautés qui se forment autour des Arduino, etc. Ce sont des gens qui sont vraiment intrinsèquement motivés par l'objet en soi, qu'on peut considérer aussi comme des pionniers. Et puis, de l'autre côté, on a vu aussi, on a testé la motivation extrinsèque. Et là, eh bien, ce qui ressort des participants, c'est que c'est davantage des personnes qui ont suivi. Ils viennent pas pour le robot en soi, c'est parce qu'il y a un collègue qui leur a dit qu'il y avait telle formation, c'est parce que il va y avoir à la rentrée prochaine des robots qui vont être proposés ou des cours qui vont être proposés sur cette thématique. Donc, eh ben, je suis motivée, puisque d'ailleurs je viens participer à la formation, je viens participer à un colloque, mais je suis pas fondamentalement intéressée par la thématique, peut-être pour l'utiliser pour autre chose. Alors, tout ça, ça nous intéresse parce que ça nous permet après de comprendre comment on s'adresse à ces différents publics. Alors, dans nos conclusions, qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça? Eh bien, ces trois concepts, de toute façon, ils doivent trouver un équilibre entre eux. L'utilité, a priori, elle est par des gens qui sont motivés intrinsèquement ou pas intrinsèquement, les gens qui ont utilisé le robot ou pas le robot, tout le monde considère qu'il est utile. Certes, c'est très bien, mais par contre, pour autant, il n'est pas tant acceptable, et on a remarqué que l'acceptabilité était fortement corrélée à l'utilisabilité. L'utilisabilité, en l'occurrence, qui ressort de cette enquête, c'est que, eh bien, les enseignants déplorent ce problème du plan d'études. Alors, ça va plus être le cas en France, puisqu'en septembre prochain, vous avez cette injonction, mais en Suisse romande, eh bien, nous n'avons pas l'informatique dans l'enseignement obligatoire dans les plans d'études. Nous avons bien sûr l'intégration des TIC, mais ce n'est pas encore les sciences du numérique. Voilà, certains déplorent le manque de temps, de collègues formés. Je voudrais apprendre par un collègue au sein dans ma classe. Quelles sont les solutions pour ça? Les solutions, c'est les collaborations qu'on peut avoir des équipes de recherche ou d'ingénieurs pour pouvoir en fait améliorer tous les dispositifs pédagogiques. Comme on a parlé hier de Vassilis Comis, bien sûr, il faut améliorer tous nos scénarios pédagogiques et pour ça, ça passe par des collaborations. Les améliorer aussi en termes de temps du fond, on a de la pédagogie, mais bien sûr des objets didactiques et puis aussi de l'ergonomie. Et puis s'il y a des institutionnels dans la salle, et entendez-le bien, les prescriptions sont bien sûr très importantes pour le public qu'on a qualifié de suiveurs, de followers en anglais, qui sont en fait finalement des gens qui ne sont pas intrinsèquement motivés, mais qui restent motivés. Et donc qui pourraient éventuellement permettre aux élèves, puisque c'est le but, d'accéder à ce type de modalité. Alors voilà pour les conclusions. Il me reste 1 minute 30 pour vous parler de mon projet, et puis vous montrer justement une mise en œuvre finalement de cette convocation du robot au sein d'une discipline. Alors, rapidement, ce projet, c'est pour montrer par exemple comment le Robotinho peut venir soutenir des apprentissages en français. Et comme ça a été dit par CapScience, tout à l'heure on a parlé d'essayer d'inséminer quelque chose, moi je parle de mon cheval de Troie, mais finalement on a la même action, c'est essayer d'amener à quelque chose qui n'est pas pour l'instant une prescription institutionnelle de notre côté, mais c'est donc d'amener à ouvrir aux sciences du numérique et éventuellement à certains objets de notions en fait en informatique. Alors rapidement, j'espère qu'il y a quelques profs de français dans la salle. Ceci est une structure du récit, et si on l'applique à un récit particulier qui est le conte, eh bien, il y a des règles pour réaliser correctement un conte. On va suivre le schéma Kinner qui veut dire en 5 étapes. Vous avez à chaque étape des transitions qui sont conditionnées. Voilà. Donc, si on fait un lien avec une notion en informatique, on se retrouve avec, par exemple, la notion de final state machine, ou machine à état fini, où tout état, on passe d'un état à un autre, à condition que. Donc, ceci va passer par cette transposition qu'on peut faire avec le Tigno, ou alors on va passer d'un état à un autre avec un système de code barre. Je passe vite fait. Donc, vous avez bien sûr un code qui a été réalisé,
Et pour ça, je remercie beaucoup Christophe Barrault et Martin Vauclair pour leur aide et leur soutien là-dessus. Et puis, on a donc après un jeu de pistes. C'est un peu finalement une transposition du livre dont vous êtes le héros. Et puis, je vous montre une petite vidéo. Hop. Alors c'est normal qu'il n'y ait pas de son. Vous voyez qu'au départ, je mets un masque, puisque c'est le costume du prince. Le dispositif a été aussi fait écrit pour une princesse. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un lointain royaume, un petit prince qui se prénommait Nathan. Un jour, en se promenant près de la forêt, Nathan choisit une des cartes bleues, pose-la sur l'emplacement hachuré K, puis appuie sur la flèche avant de signer. Alors là, il y a une lecture de code barre. On voit des codes barres, blanc-blanc, blanc-noir, noir-noir, noir-blanc. Un jour, en se promenant près de la forêt, Nathan trouve un livre posé sur l'air. Quelle surprise! Alors, je vais vous passer mes talents de... Et on voit qu'il y a 4 histoires qui sont possibles. Et puis, bien sûr, 4 histoires sont possibles. 4 histoires que j'ai créées. Derrière comment le dispositif de narration, en fait, il y a aussi toute une articulation. Il y a, on va dire, quand on parle de génie, il y a le génie de programmation, du dispositif, mais il y a aussi de la narration derrière, parce qu'il faut que l'histoire ait du sens. Quoi qu'il en soit, avec la lecture des cartes, l'enfant va pouvoir créer une histoire, mais surtout prendre en compte, réaliser, prendre conscience que, il y a des quêtes qui sont vraies, qui sont fausses. Les fausses, c'est celles qui mènent nulle part dans l'histoire, et donc voilà. Je vous montre rapidement un cas par exemple, ou un élément perturbateur qui va être faux. Hop. Oh, mais c'est m'agace, ça. Excusez-moi. Je m'agace toute seule. Tac. Voilà, un contre-exemple. Je l'ai fait en mode accéléré. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un lointain royaume, un petit prince qui se prénommait Nathan. Un jour, en se promenant près de la forêt, Nathan choisit une des cartes bleues, pose-la sur l'emplacement assuré ça, puis appuie sur la flèche avant de signer. Comment l'enfant peut prendre conscience que la pierre, par exemple, là dans l'histoire, on n'est nulle part. Un jour, en se promenant près de la forêt, Nathan tombe sur une pierre. Aïe, 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 son genou est tout écorché. Il décide de rentrer et se faire soigner au château. Donc voilà, l'histoire est vraiment bête et méchante. Puis l'enfant, il a fait son activité, il revient à sa place, il a ses fiches parce qu'il y a un matériel dispositif pédagogique qui va être créé à côté. Et puis il revient avec son compte. Et son compte est vraiment très court et très peu intéressant. Donc en fait, c'est ça l'intérêt, c'est justement de pouvoir lui indiquer qu'après, tu vois, c'est parce que certainement que l'élément perturbateur ici n'est pas intéressant. Alors il va falloir quels sont les ingrédients, quels sont les éléments qui permettent de réaliser un élément perturbateur intéressant qui va pouvoir t'amener à l'étape 2, etc., etc. Voilà. Je vous dis peut-être à INRIA 2017 pour sûrement les résultats. Merci beaucoup. Et bravo pour ces talents de comédienne. Je pense qu'il y a des producteurs dans la salle. Je pense qu'ils vont être intéressés. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, oui, alors il y en a. Moi, c'est juste pour me faire l'avocat du diable, pour convaincre les collègues de lettres, vous l'avez compris. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais dire avant de poser ma question. Je vois bien la plus-value par rapport à la programmation, comment l'élève va programmer le Tigno. Je vois plus difficilement comment, vous allez sans doute m'expliquer, le professeur de lettres peut utiliser cet élément perturbateur pour faire intégrer et faire comprendre à l'élève que dans la structuration du récit même, il y a une logique interne. Absolument. Alors donc là, on s'adresse particulièrement à des enseignants qui vont devoir, et qui au cycle 1, 2 et 3, puisque c'est une thématique qui traverse tous les cycles, et bien qui vont devoir donc enseigner comment on écrit un conte. C'est un récit particulier qui respecte une structure.
Prop avait déclaré qu'il y avait 31, une trentaine d'ingrédients pour créer un compte, et puis depuis, on a institutionnalisé ça et surtout synthétisé ça en 5 étapes. Donc il y a 5 types d'ingrédients, et actuellement, la modalité qui est utilisée pour, je parle en termes ergonomiques, mais la modalité qui est utilisée en classe, c'est la modalité texte, en fait. On utilise surtout du papier, on fait référence aux différentes lectures qu'ont fait les enfants. Donc bien sûr, ceux qui ont accès à ces lectures, à cette culture, tant mieux pour eux, pour les autres, tant pis. Après, on leur propose éventuellement dans les activités qui sont faites pour pouvoir... après, la finalité étant d'écrire un compte qui respecte les consignes, le genre, eh bien, on leur propose des textes qu'on a photocopiés, puis on fait des copier-coller, mais pas informatiques, hein, des bureautiques du moins, des vrais, et puis on leur permet comme ça de prendre conscience, de faire surgir ces différents éléments. Parce qu'après, ils vont prendre vont se reposer, s'asseoir sur ces éléments-là pour après écrire. Et là, l'idée dans ce dispositif, c'est de joindre à la fois la modalité textuelle, on ne peut pas l'évacuer puisque la finalité c'est qu'ils écrivent de toute façon, mais d'ajouter aussi une modalité visuelle, une modalité aussi auditive, enfin vraiment mettre en avant l'oralité, et puis leur permettre donc de prendre conscience qu'à chaque fois il y a des ingrédients. Dans le dispositif, c'est là où le lien avec la machine à état et puis donc ces nœuds qu'il peut y avoir est très intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que on va faire un choix ou un autre, et puis on ne va pas avoir la même conséquence, et puis si jamais ça ne m'amène nulle part, et ben là en l'occurrence on fait reculer le robot, et il va devoir repasser une carte, enfin refaire une action. C'est là où a priori cela me semble pertinent. Maintenant j'ai monté le dispositif, il va falloir chercher et tester le dispositif. Juste une autre question parce qu'on est en retard. Ah, c'est pas une question. Alors attends, il y avait une question juste avant, après. Il y a une question, après je reviens vers toi. En fait, tu y as déjà répondu. Je voulais savoir à quel niveau d'âge tu l'avais testé, mais tu ne l'as pas encore testé. Je ne l'ai pas encore testé. A priori, j'étais intéressée par un public de 8-10 ans. Puisque moi, mon cœur de métier est d'être professeur des écoles. Donc voilà, je connais bien ce public. Maintenant, eh bien, je ferai par rapport à ce que là où je travaille, là où on me laissera aller, entrer et enquêter. Et 8-10 ans pour des classes qui n'ont jamais travaillé avec Timio ou qui n'ont jamais abordé la robotique? Alors c'est tout à fait faisable, parce que là on leur demande pas de programmer en fait. Tout est clé en main, on fait de l'utilisation, et l'utilisation du robot, c'est le calibrer au départ, donc le positionner sur un capteur, donc peut-être que pour qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, il faut pouvoir leur expliquer, puis ils doivent juste peser, appuyer sur un bouton seulement. Donc c'est pas forcément impératif en amont d'avoir utilisé le robot. Par contre, si on veut faire surgir après les concepts de Final State Machine, ça va pas venir tout seul. C'est pour ça qu'encore une fois, j'en profite là aussi, bien sûr, l'enseignant ne va jamais sortir de la classe. C'est lui qui sait faire la secondarisation, c'est lui qui peut permettre d'amener l'enfant à prendre conscience, à faire cette méta-réflexion. D'accord. Merci beaucoup. Si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez parler directement avec grand plaisir. À Morgane. Et alors là, je vais vous faire